Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Quand on entend le mot piratage, on imagine tout de suite un hacker ensuite à capuche, caché dans le noir, en train de taper frénétiquement sur un clavier pour voler des mots de passe, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité d'aujourd'hui est beaucoup plus subtile et on ne va pas se mentir, beaucoup plus intime. Le piratage le plus redoutable de notre époque n'a littéralement plus rien de matériel. Il ne s'attaque pas à nos ordinateurs, il cible directement notre cerveau. C'est ce qu'on appelle le piratage cognitif, un détournement totalement silencieux de notre propre esprit. On connaît tous Kaa, le célèbre python du livre de la jungle, qui murmure à Mowgli « Aie confiance, crois en moi ». C'est une métaphore absolument parfaite de ce qui se passe. Nos smartphones agissent exactement comme ce serpent. Ils se présentent comme nos meilleurs amis, de vrais petits smart doudous qui nous chantent une berceuse numérique pour captiver notre attention. Sous l'apparence de nous simplifier la vie, la technologie utilise des biais psychologiques extrêmement puissants pour, en quelque sorte, nous endormir. Voici le programme de notre analyse. 1. L'ère du piratage cognitif. 2. L'illusion de la confiance. 3. La transe des écrans. 4. Le circuit du plaisir. Et 5. L'humain devenu produit. Commençons tout de suite par notre première partie, l'ère du piratage cognitif. En fait, on est passé d'une époque où l'on créait de simples logiciels à une industrie colossale dont le seul but est de captiver notre esprit. Le piratage cognitif, c'est vraiment l'extraction systématique de notre attention. Les lanceurs d'alerte nous préviennent depuis le scandale Cambridge Analytica, et avec l'explosion récente de l'IA générative comme ChatGPT, ces mécanismes n'ont absolument pas disparu. Au contraire, ils se sont affinés, généralisés. C'est devenu une mécanique tellement omniprésente qu'elle crée de nouveaux problèmes de société, comme la fameuse fatigue informationnelle ou l'anxiété algorithmique. Et attention, ce piratage ne se fait pas au hasard. C'est une mécanique d'une précision clinique en 4 étapes redoutables. D'abord, obtenir la confiance. Ensuite, induire un état d'hypnose. Puis, activer le circuit du plaisir. Et pour finir, récolter les données. Voyons comment cette toile se tisse autour de nous. On passe à la deuxième partie, l'illusion de la confiance. Pour qu'un tour de magie fonctionne, il faut impérativement que le public baisse sa garde. Nos téléphones réussissent cet exploit en se faisant passer pour des assistants bienveillants. Le psychologue Gustave Le Bon avait d'ailleurs théorisé ça il y a bien longtemps, en disant que les foules sont frappées par le côté merveilleux des choses. Aujourd'hui, le marketing tech ne nous vend pas des puces électroniques ou des processeurs. Il nous vend une illusion d'accomplissement. Le téléphone devient une extension de nous-mêmes, une sorte de narcissisme technologique. On finit par se convaincre qu'avoir le tout dernier modèle nous rendra plus heureux, plus intégrés, ce qui bloque totalement notre esprit critique. On est juste ébloui. Ce qui nous amène à la troisième partie, la transe des écrans. Là, on touche aux symptômes physiques. Et c'est fascinant. Avoir le regard complètement rivé sur ce petit rectangle lumineux, sans même regarder autour de soi, ça plonge littéralement le cerveau dans un état de flottement. Le docteur Faymonville, qui est pionnière des chirurgies sous hypnose, est formel. Les écrans induisent un véritable état hypnotique. Dans cette transe, notre perception du temps et de l'espace se déforme complètement. Le cerveau devient hyper réceptif et absorbe les messages tels quels, sans aucun filtre critique. La suggestion opère sans la moindre résistance de notre part. Quatrième partie de notre décryptage, le circuit du plaisir. C'est là que notre propre biologie se retourne contre nous pour verrouiller l'addiction. Les plateformes numériques utilisent notre neurochimie comme une arme. Regardez bien ce parallèle, il est franchement troublant. D'un côté, on a les expériences classiques sur les animaux de laboratoire. De l'autre, l'humain face à son téléphone. L'architecture des réseaux sociaux, c'est du conditionnement pavlovien pur et dur. Une petite lumière, une vibration, c'est le stimulus. On vérifie le téléphone, c'est la réaction. Et bim, les algorithmes nous lâchent parfois des notifications aléatoires ou de faux likes juste pour nous injecter une dose de dopamine. Ça maintient une boucle infinie de tension et de gratification. Et que se passe-t-il si on coupe ce circuit? Eh bien, les conséquences sont carrément pathologiques. C'est ce qu'on appelle la nomophobie. C'est cette angoisse viscérale, presque une panique, à l'idée de sortir de chez soi sans son téléphone. On devient des automates, sous tension permanente, complètement incapables de se détacher de cette dictature de la connexion. C'est une perte totale d'autonomie et de réflexion indépendante. On arrive à notre dernière partie, l'humain devenu produit. Alors pourquoi déployer autant de trésors d'ingénierie psychologique? Quel est le but? Eh bien, tout ce conditionnement a une fonction extrêmement pragmatique, nourrir la gigantesque machine de l'économie de l'information. Chacun de nos déplacements, chacune de nos interactions ou opinions est méthodiquement tracé, archivé et mouliné par le big data. Et ça ne s'arrête pas à la maison. Des outils d'entreprise scannent et indexent même nos échanges professionnels. Absolument tout est transformé en profil monétisable. C'est de l'extraction de données à une échelle industrielle vertigineuse. Mais attendez, c'est encore plus fort. On travaille pour eux gratuitement. C'est ce qu'on appelle le digital labor.
Vous savez, ces fameux CAPTCHA qu'on remplit pour prouver qu'on n'est pas un robot, en cherchant frénétiquement des feux rouges ou des passages piétons. En réalité, chaque clic qu'on fait sert à entraîner gratuitement les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est un travail colossal, totalement invisible, effectué par des millions d'automates humains, sans même qu'on s'en rende compte. Face à cette machine tentaculaire qui archive nos vies entières et aspire notre temps, une question cruciale s'impose forcément. Quel est l'objectif final de cette récolte massive de données ? La réponse est aussi simple que glaçante. Le but, c'est de revendre nos profils comportementaux pour nous pousser à la consommation. Et parfois même avec des prix ajustés en temps réel selon nos faiblesses d'achat détectées par l'algorithme. Le vieil adage n'a jamais été aussi vrai. Si l'accès au service est gratuit, c'est que l'être humain, avec ses habitudes et ses émotions, est devenu la marchandise. Nos vies sont littéralement le carburant d'un marché colossal. Et cela nous amène à une réflexion essentielle pour conclure. Le comportement humain, au fond, n'est ni binaire, ni totalement programmable. Peu importe ce qu'essaie de faire cette économie de la donnée. Il y a cette phrase culte dans Matrix qui résume parfaitement la situation. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Prendre conscience de ces mécanismes de manipulation, c'est la première étape. Mais modifier nos propres habitudes pour reprendre le contrôle de notre esprit, c'en est une autre. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, comment allez-vous choisir d'interagir avec le prochain écran qui s'allumera devant vous ?